Aujourd'hui, on reçoit notre ami, enfin mon ami, parce que toi tu le connais pas en moi fait. je le connais pas, hein, Mathieu, c'est ton ami. Mathieu Capionneau, que j'ai eu la chance de rencontrer au CJD il y a trop longtemps, 6 ans maintenant, 7 ans peut-être. On est 2023, 9 ans. Oh putain, 8 ans. ouais, 8 9 ans. ans, ouais. Il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, T'avais des cheveux. alors j'ai une anecdote. Ah, vas-y. Je l'ai préparée celle-là parce que en fait on était à Capesterel. Ouais. T'as déjà fait des formations là Ouais. On était à Capesterel, c'était quoi? C'était une formation? C'était forum formation. Un truc de la rentrée là. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc c'était un moment de formation hein. Et c'était ma première année, je crois. Toi aussi? Première année pleine, ouais, c'est ça. Première année pleine, hein, c'est Ouais. ça. On rappelle pour les auditeurs, CJD, Centre des jeunes dirigeants en tout à fait. France. Tout à fait, Centre des jeunes dirigeants, merci Eric. Ouais. Donc qui est un mouvement d'entrepreneurs pour penser le monde de demain autrement. Et donc notre cher Mathieu, moi je cherche ma chambre. C'est immense, c'est un truc, c'est un Pirée Vacances, un truc comme ça, là. Enfin un village vacances. Village vacances, ouais. Qui est très très grand. Et c'est à l'autre bout, quoi. Tu vois, donc je marche avec ma petite valise, machin. Je dis bon, ok, ça va. J'ouvre la porte et je vois une chambre et un clic-clac. Un clic-clac de merde, tu vois. Et d'un coup, je suis content, je me dis, je suis le premier, je vais me foutre dans la chambre. Et je vois ce monsieur là, tout content. Salut, moi c'est Mathieu, je suis de Marseille. Et là, je me suis dit, t'as le bâtard, il a pris le lit, quoi. Il a pris le lit. Et moi, je me retrouve sur un canapé. Techniquement, je ne rentrais pas dedans, tu vois. Et je me suis dit, ah putain, il a bien joué son coup. Il est venu en voiture tout seul. Et il m'a chouré la place. Ça s'appelle l'expérience. C'était très drôle. Et bon, après, la finalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup dormi et qu'on a fini en cassant dans la piscine. Mais sinon, c'était une très belle soirée et un début d'amitié assez loufoque. Assez loufoque. Mais même si on finit dans la piscine, on a beaucoup appris à ce moment-là. Hein. C'est vrai. Tu t'en souviens? Pas de tout. Pas de tout, mais en fait, le but, c'est de l'apprentissage continu. Hein, donc, c'est l'éveil des consciences et le fait de pouvoir échanger en permanence. Ouais. Non, c'était chouette. On va pas revenir sur le CJD parce qu'on en a parlé déjà auparavant. Et il y a surtout d'autres choses qu'on voudrait évoquer avec toi. Donc un petit clap. Mathieu Capionneau, président de Crow Ficarec International Marseille. Est-ce que tu peux nous présenter ta structure en quelques mots, s'il te plaît? Écoute, Mathieu Capionneau, donc moi je suis président du groupe. L'entreprise a été créée en 87 par mon père. Depuis, on s'est installé donc sur 2 antennes sur Marseille, une antenne sur Aix, une antenne sur Aubagne, une antenne sur La Ciotat et un bureau de représentation à Paris. On est aujourd'hui 6 associés, donc mon père et moi et 4 autres associés que sont Marc Auberge-Ours, Frédéric Tourelle et Aude Gauthier, plutôt spécialisés sur la partie expertise juridique et sociale et qui ont les directions de nos bureaux respectifs sur Aubagne, La Ciotat, Aix-en-Provence et Saint-Barnabé, et Caroline Costa qui elle a toute la branche audit commissariat aux comptes et en cours de développement toute la branche RSE. Et moi qui suis un peu entre les deux, on va dire entre 60 et 70% de mon temps sur la partie expertise et le reste 30 à 40% de mon temps sur la partie audit, avec d'autres fonctions aussi au sein du groupe. Chaque associé du coup a aussi une fonction clé. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un peu après. Oui, on parlera de ta gouvernance. On va parler de gouvernance. Ouais. Aujourd'hui, le groupe, c'est donc 5 antennes, 80 collaborateurs, 12 experts comptables au sein du groupe et je l'espère bientôt 14 puisque 2 sont en train de passer les diplômes dans l'année. Et c'est un groupe qui est surtout en très forte croissance avec des collaborateurs qui sont là depuis la date de reprise. Puisque j'ai intégré le groupe en 2012, associé depuis 2015. Et donc les collaborateurs qui sont avec nous depuis 2015 sont encore au sein du périmètre. Et on a eu la chance d'intégrer beaucoup de nouveaux collaborateurs. Donc on a une ancienneté moyenne qui a plus de 10 ans, qui a 11 ans. Ça c'est un de nos indicateurs les plus importants en interne. Forcément, il diminue, puisque quand on a commencé, on était à plus de 17 ans. Mais le passage de 20 à 80, mécaniquement... dilue cet âge-là. Et quelle est la clé de la réussite, selon toi, là, de cette croissance dans en 10 ans, finalement? Écoute, il y a un mot qui n'est pas très à la mode en ce moment, mais c'est quand même le travail.
Ouais. Je crois quand même que quand à un moment donné tu bosses, que tu bosses bien et que tu es honnête dans tes relations, ça rejaillit un jour ou l'autre dans ton développement. Et puis je suis très très bien entouré. Je suis parti d'une boîte qui était saine, qui marchait très bien, dans une transmission familiale qui s'est vachement bien passée, où j'ai pas eu de sujet père-fils, le fils qui veut tuer le père qui Qu'on peut veut avoir sa souvent plaque, dans ces... ça arrive souvent, Ouais. tout à fait. Hein, Donc, j'ai, Paul. Trop Morato. donc, J'y perdra peut-être un jour ce truc, déconnez pas. donc j'ai eu la chance de pas avoir ça et donc de pas faire subir aux collaborateurs cette tension que tu peux retrouver. Et puis on a surtout des bons collaborateurs initiaux qui sont aujourd'hui ils sont tous en poste clé chez nous avec des directeurs de bureau. Ils ont évolué avec ils la ont tous boîte. évolué. Et c'est le fait d'avoir intellectuellement la possibilité de se dire je peux aller n'importe où, je sais que tout le monde va pouvoir envoyer et bosser et faire un boulot de qualité. C'est plus facile aussi pour aller après être en front et dire demain, tiens, je connais pas ton business ou c'est un nouvel environnement à connaître. On va le connaître, on va apprendre et on va devenir performant avec vous là-dessus. Et puis plus ça va, plus tu grandis, plus tu attires des profils sympas qui ont envie de s'intégrer. Et la mayonnaise prend. Tant que la mayonnaise prend, on sera dans une bonne dynamique. Le sujet de nos boîtes, et en tout cas de la mienne, c'est rarement un sujet de chiffre d'affaires, c'est plutôt un sujet de ressources. Oui, de compétences, de ressources et d'avoir les bonnes personnes pour avoir le bon service. C'est ça. Et du coup, ma question, c'est quelle gouvernance? Parce que tout ça, ça arrive pas par hasard. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu as mis en place une gouvernance, prendre soin de tes collaborateurs. Tu peux en parler? Alors, il y a deux sujets, effectivement. Il y a un sujet gouvernance et on est à la phase 1 de la gouvernance actuelle et on a envisagé une gouvernance future. On pourra en reparler. Et puis, il y a un sujet de bien-être. Sur le sujet de gouvernance, il y a l'histoire des associés, c'est que aujourd'hui, on est 6 associés, mais on n'est pas 6 associés en se disant on fait une somme d'individualité pour dire qu'on est les plus gros. Si on reprend l'histoire, donc il y a papa et moi. Ensuite, il y a Caroline. Caroline Costa est arrivée associée en 2015. Caroline a d'abord été collaboratrice, puis chef de mission, puis manager. Passe son diplôme. Elle passe le diplôme avec moi. Et on se challengeait mutuellement pour avoir le diplôme. Je l'ai un peu poussé, mais dans le bon sens, parce que je savais que Caroline avait quelque chose à faire. C'était une pépite. C'était une pépite, tout à fait. Et on passe le diplôme ensemble et on devient associés ensemble. Caroline, en plus, c'était une collaboratrice qui habitait à Paris. Et c'est un ancien confrère qui était ami de mon père, qui avait fait le diplôme avec lui, où le samedi, il venait à notre ancien local bosser le diplôme et qui nous a présenté Caroline en disant c'est la conjointe du fils d'un client, il faut que tu la rencontres parce que Jean-Claude a du commissariat aux comptes. Et donc Caroline est arrivée, c'est quelqu'un qui nous l'a présenté. La deuxième associée, c'était Frédéric Tourelle. Frédéric Tourelle, c'est la plus jeune expert comptable de France. Frédéric était stagiaire chez nous. 12 ans. 12 ans. Et demi, c'est ça. non, et Il demi, était emmerdé parce que c'était pas légal du coup. Ouais, mais on avait fait un contrat en Vu droit qu'elle a un suisse. bac plus 25 à 12 ans, on a dit à un moment donné, faut bosser. Hein. Et donc Fred, plus jeune expert comptable de France, une tueuse techniquement. Alors Et- excuse-moi, je rebondis là-dessus. Ça veut dire quoi, plus jeune expert comptable de France? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand elle a eu le diplôme, et c'est encore le cas maintenant, elle l'a eu à un âge où personne d'autre a eu son diplôme parce qu'elle a surperformé D'accord, dans son diplôme et dans tout son parcours académique. d'accord. Donc, donc- elle sort à quel âge? Elle sort à 27 ans. D'accord. Et ouais. Et oui, Eh oui. ça paraît tard pour certains, mais ça reste jeune. Parce qu'en fait, dans ton métier, tu as X années de stage en fait. Hein. T'as un bac plus 5, plus après 3 ans de stage, plus après une année de mémoire. Ouais. Et en général, tu as quand même un temps de latence au Ouais. milieu qui fait que tu t'es plutôt diplômé vers 30 ans, Ouais. plus que 27. C'est ton temps d'expérience dans le cabinet. Exactement. Donc en fait, ce que je retiens, c'est que tu as quand même construit ton cabinet au fur et à mesure des rencontres, en restant, même limite sans le faire exprès, attrayant, de par ta dynamique, de par la tienne et celle de ton papa hein, à l'époque. Oui. Et de cette relation qui marche bien aussi, ça inspire la confiance des clients, mais aussi des collaborateurs. Tu nous parlais aussi en amont de l'associé, toi,
tu le voyais pas spécialement en pourcentage, en termes de gouvernance, mais plutôt en termes d'hommes. Donc chez toi, c'est plutôt un homme, et là en l'occurrence une femme, parce que tu es le seul homme avec ton père associé, une voix. Une personne égale une voix. Peu importe. On oublie l'histoire parce qu'effectivement, en tant que repreneur d'entreprise familiale, tu as forcément un poids dans le capital Bien qui sûr. est supérieur. Et pour ne pas écraser mes associés ou pour ne pas leur dire vous êtes juste des associés signataires d'un bureau, si tu veux leur vendre une histoire et si tu veux. Et puis c'est l'histoire que j'ai envie d'écrire. Ouais. Oui, c'est ton histoire. C'est toi, C'est t'as mon envie histoire. d'écrire. J'ai envie d'écrire cette histoire avec elle. Alors comment ça s'est passé? Alors quand je dis comment, c'est comment ça t'est venu cette façon de faire? Parce que tu aurais très bien pu reprendre un schéma très classique de ton métier, qui est bon bah voilà, t'as l'expert comptable, t'as les collabs. Ah, comme tu l'as dit, s'il y en a un ou deux qui veulent un peu monter, tu les mets actionnaires, un peu comme dans les cabinets d'avocats, Ouais. pour les garder, faut pas se leurrer, hein, pour qu'ils soient un peu investis aussi. Toi, t'as décidé de faire autrement, pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est moi, en fait, c'est mes valeurs. Je ne me voyais pas aujourd'hui ne pas écrire une histoire collective. J'avais pas envie d'être seul et j'avais envie d'écrire une histoire collective. J'ai vécu les expériences de papa qui a été associé, puis désassocié, puis associé. On aurait très bien pu dire, bah, écoute, on vit ensemble, on vit très bien et ça se passe bien. Mais j'avais envie d'écrire une histoire collective et j'avais envie d'écrire une histoire avec ces gens-là. Et comme j'expliquais un peu pour Caro ou pour Fred, je ne me voyais pas ne pas faire quelque chose avec elle. C'est sûr que j'aurais très bien pu faire sans, j'aurais fait différemment, mais Caro, c'était ultra naturel, on a bossé ensemble. Fred, ça a duré le temps d'un déjeuner pour qu'on s'associe. Margot, c'était la même chose, on s'est rencontrés sur une émission de télé qui devait durer une demi-heure, qui a duré 6h30. Elle venait de monter son cab et en 6h30, on a beaucoup discuté. C'était en début de période fiscale, c'était en janvier. Au mois de juillet, on se revoit. En septembre, elle devient associée. D'accord. Il y a quand même beaucoup d'humains en fait. C'est du des rencontres, c'est des de rencontres. l'humain. Ouais. Je savais où je voulais aller en termes de vision d'entreprise. Je savais pas forcément avec qui, mais ces personnes-là sont arrivées au moment où il fallait et on a écrit cette histoire commune. Puis on l'a ajusté parce que c'est sûr que si on reprend le PowerPoint de 2015 quand j'ai écrit une histoire avec Caroline, on est en avance sur beaucoup de points et puis il y en a d'autres qu'on a éliminés au passage. Ouais, mais la Ça, vision, c'est elle la est vie- faite pour se... C'est la vie d'entreprise. ça. Ouais, la vision, elle est faite pour se réactualiser aussi. Hein. Exactement. Et donc la place de La place l'homme et de la mes femme. Bah écoute, en fait aujourd'hui c'est la place de professionnel. Ouais. Homme-femme, Peu importe. c'est vrai que c'est assez atypique de dire j'ai 6 associés, 2 hommes familiaux et 4 femmes, mais en fait c'est juste 6 bons professionnels qui ont envie de bosser ensemble, qui ont envie d'écrire une histoire ensemble. Il s'avère que j'ai 4 associés femmes. Si on peut être un petit peu mieux disant là-dessus et expliquer que c'est pas un problème d'être aujourd'hui associé, essayer de chercher un équilibre vie pro, vie perso, que si on reprend l'histoire de Aude, ma dernière associée, Aude, elle est marquante, c'est que Aude, je la rencontre en 2015 quand on veut ouvrir une antenne sur Aix-en-Provence. Ça ne se fait pas pour diverses raisons, mais on a un fit avec Aude. Mais elle reste dans ce cabinet-là, puis elle ouvre son cabinet en individuel, et on se regarde un peu, on se dit peut-être qu'on fera quelque chose ensemble. Aude rencontre à un congrès à Paris Frédéric et Margot, et les deux viennent me voir en rentrant, et me disent « Matt, putain, il faut que tu rencontres une nana sur Aix, dès qu'on va faire un truc, il faut que ce soit elle, nous aussi. » Donc elles m'ont déjà back-upé le fait qu'elles aient envie de bosser avec elle. T'as de l'opportunité qui est là, et c'est ça le qui... truc est absolument fou. Et là, elle me dit, elle s'appelle, et je lui dis, elle s'appelle comment? Elle me dit, elle s'appelle Aude Gauthier. Je dis, je crois que je la connais un peu. Et on fait un comité de direction au mois de juillet 2021. Et Aude arrive toute gênée parce qu'elle est enceinte. Elle me dit, putain, vraiment, je suis désolé. C'est mal perçu dans votre métier? Encore un peu, ouais. Même Pourquoi beaucoup. Qu'est-ce qui est mal perçu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est quand même qu'on reste un métier en tension en termes de recrutement. Ouais. On reste un métier en tension en termes de boulot. Et donc, tu dis, attends, mais si moi, j'ai pas mon expert comptable pendant 3 mois, comment ça va se faire, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis, si Aude, nous, la structure n'est pas capable de t'aider quand tu vas être maman pour ta première fois, c'est qu'on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose. Donc elle arrive en juillet, elle me dit vraiment je suis désolé, on peut pas le faire, il faut qu'on décale notre projet commun. Je dis non, on s'associe maintenant. Donc en juillet on la voit, septembre elle devient associée, octobre elle part. Margot et Frédéric notamment
font le bridge Ouais. le temps qu'elle ait son congé maternité. Elle revient au mois de janvier. Et à partir du mois de janvier, elle a pris le boulot et puis c'était terminé. Et puis tu mets en Et- confiance. C'est une Bah confiance. ouais, Enfin, C'est ça bien. veut dire, ok, on est une famille. Hein. Parce C'est que ça, c'est mais bête à tu dire, dis- mais c'est pas le cas du métier. Enfin, ton métier, Non. il est dur dans le sens où c'est un métier très chronophage. Hein, donc, c'était souvent les cabinets comptables que j'ai vus. Moi, c'était souvent la récompense du nombre d'heures entre guillemets. Je la recrute pas, ou alors je recrute pas de secrétaire parce qu'effectivement, elle va me pondre un gamin. C'est des choses qu'on entend assez régulièrement. Hein. Et c'est comme ça qu'on recrute, hein, nous, aujourd'hui. Hein, on a des super collaboratrices qui arrivent et on sait très bien que Ouais, une c'est la vie partie après. du recrutement elles arrivent jusqu'à chez nous parce que quand elles commencent à avoir entre 28 et 31 ans, certains vont se poser des questions. Et c'est malheureux alors que en fait, c'est l'histoire de la vie. Oui. C'est notre Et- histoire, mais c'est l'histoire de la vie. Et c'est aussi la responsabilité pour moi des entreprises que d'accompagner les femmes et les familles et, dans ce moment-là. Enfin, une entreprise n'est pas que là pour faire du business, elle est là Non. pour accompagner des êtres humains en fait, hein, dans sa vie de tous les Là, jours. là, si on reprend juste, non, on les appelle les bébés ficaux, hein, mais ma responsable de pôle social, elle avait eu des difficultés à avoir un enfant. Elle arrive chez nous 3 mois après, elle a son premier enfant. Là, on avait une jeune collaboratrice, 25 ans. Elle arrive, elle était encore en période d'essai. Elle me dit, vraiment, Hum. vous allez me virer. Je dis, Et ouais. non, profitez de cet instant et puis vous revenez l'année prochaine. Quoi. Ouais. Et ça veut dire que tu fais de la RSE depuis longtemps en fait. Parce que ce mot RSE, il est arrivé, je dirais, dernièrement. Hein, D'ailleurs, ces dernières- on a une date un peu de ce label. c'est C'est un peu moins de 10 ans. un on va peu moins de dire. 10 ans. Ouais. Mais du coup, toi, tu as commencé dès le début. En fait, Tu fais partie de ces boîtes où c'est dans l'ADN. Tu pour peux nous, nous c'est en parler l'ADN, parce Ouais. que nos 4 piliers, ils n'ont pas changé depuis 40 ans. Un des premiers piliers, c'est la notion de prendre soin. Ouais. Et en fait, cette notion de prendre soin, elle a un double sens. Il faut qu'on prenne soin de nos clients, de nos collaborateurs. Et c'est une valeur qu'on a apprise avec Paul au CJD, où on a défini ce qu'était une partie prenante. Mm. C'est comme le mot RSE aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend qu'il faut bien traiter ses fournisseurs et ses clients. Bon, en fait, il y en a qui le faisaient avant. il y Hein. en a qui le faisaient avant. C'est juste qu'on a redéfini un peu les choses. Et dans cette notion de prendre soin, bah oui, c'est de prendre soin de tes collaborateurs qui était essentiel pour nous. Mm. En fait, la notion de RSE aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la notion interne et on est venu l'agrémenter d'une notion environnementale et d'impact Hum. plutôt dernièrement, depuis une dizaine d'années à peu près, parce que des outils sont arrivés aussi pour qu'on puisse réfléchir autrement à comment est-ce qu'on peut imprégner une vision d'entrepreneur au-delà de la relation que tu peux créer avec tes parties prenantes directes, relations bancaires, avocats, institutionnels, clients et collaborateurs. Et l'environnement était la dernière branche de cette équation-là, et elle est arrivée il y a un peu moins d'une dizaine d'années chez nous. Alors, tu parlais de RSE à peu près chez vous en 2012, mais au final, on se rend bien compte que c'est des valeurs que ton père t'a inculquées, donc des valeurs que ta famille t'a inculquées. Tu faisais de la RSE humainement et intellectuellement sans t'en rendre compte. Tu as décidé, logiquement, comme tout le monde, de le montrer. Ça fait quelques années aujourd'hui que tu mets en avant pas mal de labels. On va un peu les lister, mais... Il y a une question que je voudrais te poser, c'est que là aujourd'hui tu es Great Place to Work, C'est cela. donc c'est en 2 mots, vas-y on va les détailler un peu tous. C'est un label américain qui est maintenant à une dénotation européenne, hein, puisqu'il y a des déclinaisons dans quasiment tous les pays européens. C'est le premier label mondial de qualité de vie au travail. Ok. Très américain, qui est venu en France il y a 5-6 ans. L'enjeu, c'est de se dire, je me fais auditer annuellement par une structure qui a exactement les mêmes questions quand il va interroger Atos, EDF Énergie Nouvelle, CMA CGM et Ficorec. Parce qu'aujourd'hui, quand tu considères un collaborateur, oui, il y a des spécificités dans certains métiers, mais en fait, la qualité de vie au travail, la relation humaine que tu peux avoir, que tu sois dans l'industrie ou dans le service, si tu es un bon manager, tu es un bon manager. Après, tu l'adaptes à ton environnement, à tes contraintes, à tes zones de risque, etc. Mais le sentiment de devoir venir au travail, soit tu viens avec la banane et tu peux venir avec la banane parce que tu as envie de bosser dans le nucléaire, mais tu peux aussi venir dans notre métier. Et ce label-là te permet de te dire, en fait, je me compare à n'importe quelle boîte du marché. Aujourd'hui, notre point de comparaison, parce qu'on est 80,
on est une PME. Mm. Certes, d'expertise et de commissariat aux comptes et d'assurance et de domiciliation. Donc à chaque fois, on est profession réglementée, avec des ministères de tutelle différentes, avec des contraintes différentes. Mais il y a d'autres entreprises qui ont des contraintes. Et un collaborateur comptable chez nous, ou ma RAF, eh ben, elle peut être RAF chez toi. Est-ce qu'elle se sentira bien chez toi ou chez moi? Eh ben, elle doit avoir la même... J'ai pas les moyens. Ouais. T'as pas les moyens, toi. Ou ton directeur comptable, si tu veux. Moi, j'ai plus les moyens. Moi. Mais un collaborateur, en fait, il doit avoir la même considération. Peu importe le métier qu'il fait. Peu importe le métier. Et c'est ce que recense cette accréditation. Exactement. Ce label. C'est un label, c'est quoi? C'est un label. C'est un label et ça part d'abord d'un audit. Ouais, c'est plutôt un audit en fait. Un audit avec des interviews et des questionnaires anonymes et qui sont complètement anonymes. Ouais. Gérés par eux, de toute façon. Gérés par eux. Moi, je ne reçois qu'un seul élément, c'est le taux de pourcentage de réponse. D'accord. En interne, on s'est fixé, parce qu'aujourd'hui, on est capable, à 80 collaborateurs, de piloter un peu ça. On s'est imposé d'avoir 95% de réponse. Ah, c'est bien. Pourquoi ? C'est bien. Parce que j'ai par exemple ma directrice juridique, donc, qui était notre troisième collaboratrice, qui elle nous dit, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Je vais te mettre oui, parce que ça fait 30 ans que je bosse avec vous. Je me pose plus la question de savoir si vous me considérez, comment vous me considérez, etc. C'est naturel pour elle, naturel. mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le mettre en avant, quoi. Et donc je lui dis oui, mais si tu le fais pas, eh ben on le saura pas. Ouais, et peut-être que si une année tu te sens un peu moins bien, il faudra le dire. Et si tu te sens très bien, ben tant mieux. Dis-nous que tu te sens très bien. Donc c'est pour ça qu'on s'est imposé ce seuil-là, alors que le seuil de Great Place to Work était à 70%. Okay. Mais aujourd'hui, en tant que PME, tu dis 95%. Il faut que tout le monde y réponde. Ouais. Donc on s'est fixé ce seuil-là et on est allé plus loin. Et c'est toujours pareil puisqu'en fait on est une entreprise apprenante. Le terme apprendre à apprendre. Hein, tout à fait. C'est que les 2 premières années, on reçoit le compte rendu qui nous certifie, qui nous donne un label. Et donc on a juste des pourcentages par rapport aux questions. On s'en sert, on essaie de l'étudier, etc. Mais ça manque d'impact par rapport à nos collaborateurs qui nous disent ok, c'est un label, mais moi au quotidien, après, ça va me faire quoi ? Pourquoi je le fais en fait ? Le pourquoi. Même si ça fait depuis 10 ans maintenant, depuis 2012, qu'on a annuellement un questionnaire interne, anonyme, pour savoir et prendre le pouls des collaborateurs. Et on le fait avec des consultants différents. Parfois, on leur demandait plus de questions ouvertes. Parfois, ça a été plus fermé. Tu l'as gardé ça ou maintenant En fait, on se sert de Great Place to Work pour faire cette parce que les questions ne sont pas imposées en fait. Great Place, c'est que imposé. Avant, c'était pas imposé. Avant qu'on soit Great Place, elles n'étaient pas imposées. Ouais. Donc, on laissait aux consultants des directions, mais on leur disait aussi, écoutez, nous, cette année, on a des sujets là-dessus. Ouvrez des questions là-dessus. Alors que maintenant, c'est terminé. Et donc, depuis l'année dernière, donc depuis 2022, on est allé plus loin, c'est-à-dire que... Mais c'est un vrai investissement en termes de coût, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas tant le sujet. Pour nous, c'est pas un coût aujourd'hui. Hein. Mais en dehors de l'audit, on demande à 3 cabinets de conseil en RH de l'analyser sans nous connaître. Et de faire des recos. Et ces recos-là sont transmises au comité de direction au mois de juillet. Et du comité de direction et des recos, et de l'audit, qui est ensuite lui-même commenté par les équipes de Great Place, ça donne notre politique RH de l'année suivante et des années suivantes, parce que parfois il y a des sujets que tu dois traiter sur plusieurs cycles et pas que sur les 2, 3, 6 mois qui suivent. Par exemple, une décision là, que vous avez prise par exemple en juillet dernier, impactante cette année, c'est en fait une confirmation de ce qu'on voulait faire et on l'a ressenti sur les derniers questionnaires, sur la volonté de nos collaborateurs d'avoir un engagement supplémentaire au sein du cabinet et de pouvoir le matérialiser. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis septembre, on a mis en place une solution, une application, une solution web qui permet quotidiennement de mesurer l'impact de nos collaborateurs sur les micro-efforts du quotidien, sur leur routine, pour qu'ils puissent se dire, tiens, si j'éteins mon ordinateur, je vais gagner 8 grammes de CO2. Et jusqu'à présent, on leur disait, mais faites-le parce que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de payer une note d'électricité, c'est que si tu pars en vacances une semaine et que ton ordinateur est en veille, même avec toute la bonne volonté du monde, en prenant des écrans qui nous coûtent plus cher, qui sont micro-veillés, tout ce qu'on veut, ça consomme. Et en fait, être prompté à avoir cette application qui te lance une notif et qui te dit, tiens,
éteins ton ordinateur parce que tu es en vacances, eh ben, ils ont une récompense parce qu'ils ont ces CO2-là. T'as le résultat en fait. Tu as le résultat, mais surtout, nous, on l'a accéléré. C'est-à-dire que je leur demande pas d'éteindre l'écran. Je leur dis, si tu éteins l'écran et que j'arrive à tel point, je fais un don à une association. Et donc, on a regroupé les collaborateurs en disant, on va prendre 2 associations locales, puisqu'on reste un cabinet à vocation territoriale, même si nos clients sont nationaux et internationaux, il faut que notre impact il soit local. Et c'est le fonds de dotation, c'est le but du fonds de dotation. Mais on dit, dès qu'on arrive à atteindre tel seuil en termes d'impact, on va faire un don de X milliers d'euros à telle association. On leur laisse le choix des associations et on leur laisse le choix de dire, moi, si je réfléchis à mon impact et à ma routine, je veux que ça aille pour telle association. Et ça, c'est quelque chose, en tant qu'entrepreneur, on s'était dit, il y a 2 ans, je souhaiterais que chacun de mes collaborateurs offre un jour de mécénat de compétences. La réalité, c'est que tu n'auras pas un jour par collaborateur. Il y en a qui vont te faire 2, 3, 4 jours et d'autres qui font 0. C'est pas grave. Non, mais dans l'ensemble, c'est. Nous, on le pilote pas. Je leur impose rien. Ouais. Je leur dis, si vous avez envie de vous engager, faites-le. Mais on n'arrivait pas à atteindre le seuil de 100%. On était plutôt sur seuil, en fonction des années, entre 20 et 40% de jours de mécénat de compétences transmis. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on fournit entre 25 et 30 jours de mécénat de compétences. Mais tu te dis, alors est-ce qu'on s'était fixé un seuil trop haut? Peut-être, mais autant essayer de se fixer un seuil haut et de voir comment on passe de 40 à 50, puis de 50 à 70% en termes d'engagement. En fait, en faisant ça, tu rends plus facile ta notion d'engagement parce que en fait, tous les jours, ils vont faire un petit quelque chose. En fait, tu es déjà entreprise à mission. Oui, c'est un bien grand mot, mais oui. Sur la qualité d'entreprise à mission, quand tu nous parles de tout ça et que tu le détailles, pour moi, c'est exactement ça. C'est d'impliquer socialement, sociétalement tes collaborateurs et qu'il y ait un impact au-delà de ton entreprise. Exactement. Et je crois que tu fais partie du CEC. Je fais partie de la CEC, c'est ça, de la Convention des entreprises pour le climat. Ouais. Donc c'est la 2e session et la première en décrochage local. C'est un projet qui est assez engageant. On est en plein dedans, puisque on a fait 3 sessions sur le programme. Et c'est assez intéressant intellectuellement. On a des conférences de très très bon niveau. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas une démarche qui est individuelle, puisqu'ils nous demandent d'avoir un des dirigeants et d'avoir ce qu'ils appellent un Planet Champion, qui est un collaborateur qui est investi. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, dans les entreprises et toute taille d'entreprise, si c'est le désir du dirigeant, ça marche pas. Non. Il faut qu'il y ait toujours des relais. Et c'est comme ça qu'on a même créé notre fonds de dotation, c'est-à-dire qu'il y a 4 fonctions clés. 2 sont détenues par des associés et 2 sont détenues par des collaborateurs. Donc, intrinsèquement, depuis 2014, on a toujours dit que les collaborateurs devaient être partie prenante de cet engagement d'entreprise. Et dans la Convention des entreprises pour le climat, on est là-dedans. On est comment est-ce que tu vas penser ton business différemment? Comment est-ce que tu vas essayer aussi d'infuser en disant, écoute, est-ce que mes clients, demain, on peut pas leur parler d'industrie régénératrice, de penser eux-mêmes leur impact environnemental comme nous, on est en train de le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas un gros mot de le dire. Après, c'est pas un gros mot aussi de dire, moi, j'y vais ou j'y vais pas, ou est-ce que si j'y vais, cette révolution, elle peut se faire doucement. On n'est pas obligé de faire une révolution à 180 degrés, de tout rebalancer sur la table et dire, ça y est, j'arrête l'industrie, j'arrête de découper du métal, parce que non, il y a des boîtes qui tournent, il y a des gens qui vivent. Parce que j'ai des crédits sur le cul. Non, mais mais c'est vrai, t'as raison, enfin, au bout d'un moment, c'est pas arrêter de vivre aussi. Il y a t'as d'autres des familles qui tournent autour, et puis t'as des écoles qui ont besoin de ça. Faut pas avoir que l'impact initial, mais il faut avoir une vision long terme. Ça ne peut être que des visions long terme. Après, tu peux avoir des actions très court terme qui peuvent faire des changements. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça qu'on essaie de le faire savoir dans notre communication notamment, qui est de dire, en fait, oui, on arrive aujourd'hui à une maturité d'entreprise où on pense qu'on fait certaines choses, on est un peu en avance dans certaines choses par rapport à notre métier. Pour autant... parce que vous faites pas que votre métier, en fait. Oui, mais pour autant, parce que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, et que chaque fois qu'on fait une évolution, on essaye de penser cette évolution pour qu'elle soit positive. Si je prends par exemple le point sur le traitement du papier, on s'était dit il y a plus de 10 ans, nous ça fait 18 ans qu'on est en cloud, donc sur les notions de mobilité, etc., c'était quelque chose qui pour nous était naturel. On n'avait plus envie de se dire tiens, j'ai ma cassette de sauvegarde.
Donc depuis 18 ans, on est en cloud. Depuis 12 ans, on fait évoluer nos systèmes. Et donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on dit il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette démarche-là. Il faut qu'on soit en 100% dématérialisé et qu'on accompagne nos clients dans ces sujets de dématérialisation. Parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui dans les PME d'éloignement de la dématérialisation, de la digitalisation. Même si on en parle de partout, en fait, la réalité terrain, c'est que les boîtes encore, plutôt TPE, PME, ne sont pas encore très bien avancées sur ces sujets-là. Quand elles le sont à marche forcée parce que la facturation électronique arrive en 1er janvier 2026 et que tout le monde va se réveiller en 2025 en disant est-ce que mon logiciel est bon ou pas bon ils le subissent plus que ce qui... Alors qu'on est en 2023, il faudrait l'anticiper. C'est des sujets d'organisation de boîte et de vision de boîte. Mais elles le subissent plus qu'elles agissent et pro-agissent dessus. Donc nous, on dit, ok, il y a deux sujets là-dedans. C'est qu'on veut être 100% dématérialisé. Mais 100% dématérialisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tout scanner, qu'est-ce qu'on fait du papier ? Et on était parti du constat qui était de dire, j'ai deux sujets dans le papier. Un, j'ai un sujet que mes hommes et femmes de ménage, et c'est pas une formule de style, puisqu'à Saint-Barnabé, c'est un homme de ménage. Les hommes et femmes de ménage ont une contrainte, c'est que leurs poubelles sont ultra lourdes parce qu'elles portent du papier qu'on jette, qui est les photocopies que les clients nous emmènent, etc. Et en plus, on leur met une contrainte qui est de dire tu peux pas le jeter dans la poubelle parce qu'il y a des informations, donc il faut que tu l'emmènes dans un truc pour brûler, etc. Donc, on a un sujet de confidentialité. Ensuite, on a un sujet où notre personnel, écoute, il se porte des trucs ultra lourds pour juste du papier. Et tu te retrouves à avoir des poubelles qui sont grosses, etc. dans les bureaux. Donc, l'environnement de travail n'est pas bon. On part de ce constat-là, on dit, on veut aller dans la dématérialisation, très bien. Donc, il faut qu'on enlève tous les autres points négatifs ou les autres nœuds. On met en place des bacs de recyclage de papier avec des certifications de destruction pour être sûr que notre client, il ait l'assurance qu'il n'y ait pas un papier qui sort de chez nous qui ne soit pas détruit. On choisit une boîte qui fait de l'inclusion. Et ensuite, nos hommes et femmes de ménage, on leur dit, on vous maintient vos heures parce qu'on ne vous enlève pas des heures par rapport à cela, mais du coup, ça vous permet de faire plus, de pouvoir avoir aussi un environnement où vous allez être moins fatigué, vous allez pouvoir réadapter vos heures de travail. Ils ne viennent plus le dimanche soir, ils peuvent venir le lundi matin. Enfin, ils ont repensé aussi tous ces sujets-là. Et en partant d'un constat qui était de dire, si nous, on veut être un peu plus performant en offrant déjà la notion de dématérialisation à nos clients et à nos collaborateurs, on a été plus en avant dans les autres aspects. Et chaque fois qu'on fait un changement comme ça, c'est comme ça qu'on le pense. On dit, si on doit faire évoluer, il faut qu'on continue de le faire et qu'on soit positif là-dessus. Et du papier, après, on est passé au double écran. En disant, pour que nos collaborateurs soient dans une meilleure condition de travail, il faut qu'ils aient un double écran. Double écran, c'était la même chose. Soit tu prends un double écran et tu dis, je vais chez n'importe quel magasin et je vais chercher le moins cher. Soit tu prends des doubles écrans qui sont un peu plus onéreux, mais qui sont à lumière bleue, qui limitent la fatigue visuelle, qui ont plein de sujets qui ne se voient pas, mais qui sont pensés pour le bien-être de nos collaborateurs. Et tout ça, à chaque fois, mis bout à bout, fait que tu es un peu meilleur à chaque fois. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de penser une révolution complète. Je pense plus à la politique des petits pas. Et de dire je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, quand tu vois que tu l'anticipes depuis très longtemps, tu as aussi cette capacité à le faire naturellement et moins dans la douleur. C'est vrai que l'exemple que tu as cité sur le papier, c'est une chose, mais ils sont tous pareils. L'État français est comme ça, enfin la culture française est comme ça, c'est qu'il faut forcer pour que ça soit appliqué. Alors que si tu anticipes, tu te rends bien compte que c'est moins douloureux, moins onéreux aussi, parce que tu as le temps d'expérimenter, de te rattraper, etc. Bon, après, tu as aussi un côté un peu plus délicat. Toi, tu parles de cloud à 18 ans. Bon, ça devait pas être facile non plus, tu vois. Mais au moins, aujourd'hui, quand on te parle de cloud, tu sais ce que c'est, quoi. Enfin, c'est pas un truc que tu as subi. Mais c'était possible le cloud parce qu'on avait une bonne équipe aussi. Ouais, bien sûr. Complètement. Et des bons prestataires aussi, peut-être. Oui, c'est plus le même, mais c'était un bon prestataire à l'époque. Bien sûr. J'ai noté encore d'autres labels, comme le label Amplitude, comme le Global Compact. Global Compact, tout à fait. Comme, alors, on va peut-être pas tous les citer, je sais pas. Mais on a la charte des gentlemen, enfin, il y en a plein. Alors là-dessus, c'est intéressant, c'est que il y a énormément de labels qui existent, tu en as beaucoup, tu fais beaucoup d'actions. Il y a plusieurs questions qui me viennent là-dessus. La première, c'est la RSE que tu pratiques. On appelle ça la RSE aujourd'hui, mais chez toi, j'ai l'impression que c'est plutôt des valeurs.
qui étaient là avant le label, le mot RSE, tu les as fait pour toi, mais j'ai l'impression que tu le fais autant pour toi, enfin quand je dis pour toi, que pour ton entreprise, pardon, et tes collaborateurs, que tu le fais autant pour vous que pour vos clients. À chaque fois que tu nous parlais d'un label, tu disais, ouais, mais on dématérialise, mais c'est aussi pour montrer à nos clients comment... pour être un petit peu proactif, mais un petit peu servir d'exemple aussi, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant de voir aussi l'autre côté en disant, moi, je veux être comme ça, mais je veux pas être comme ça dans mon coin pour moi. Il faut que tout ce que je fasse, mes clients, mes parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que tes clients, mais tes parties prenantes externes, puissent, elles aussi, s'inspirer de ce que tu fais. Moi, je trouve ça très inspirant parce que j'allais te poser, je vais quand même te la poser parce que je l'avais noté. Allez. J'avais quand même noté la RSE. Pourquoi est-ce que c'est pas un peu le truc du moment, la RSE bullshit? Mais elle a pas du tout de sens cette question parce que non seulement tu vas la préparer et me sortir un truc que tu as déjà dit 15 fois, mais je vais pas te la poser parce que je trouve que l'ADN, elle est là en fait. Oui, de ce que tu dis et ce que tu racontes, hein, la narration de l'histoire de la boîte avec ses valeurs, en fait, c'est dedans. Ouais. Et c'est ce qui fait la croissance dont tu parlais, 80, peut-être demain 120 collaborateurs. En fait, il a dit 8000. Il a dit 8000. Écoute, pour l'instant, à 80, mais ça, c'est son ego je connais les prénoms des 80 personnes. Alors, c'est ça, très bien. On a eu cette question. Oui. On a eu cette question avec une autre personne. À quel moment, qui bosse dans un gros groupe, à quel moment, selon toi, qui commence à tâter un seuil que moi je considère limite pour connaître tout le monde, à quel seuil d'employés de boîte tu penses être dépassé et ne pas pouvoir connaître tout le monde? Ce qui n'est pas mal en soi, attention, hein, mais c'est... qui est même... Après, qui est obligatoire. Enfin, tu ne peux pas être proche de tout le monde à 100% et compagnie, mais... On n'est pas loin, c'est-à-dire que... déjà 80, c'est chaud. Hein. 100, mais en fait, on revient à l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 80 parce que j'ai écrit une histoire avec des associés. J'ai écrit une histoire aussi avec les collaborateurs parce que dans les 80... En fait, on part de 20 collaborateurs. Notre développement nous a amené 40 nouveaux collaborateurs. Et le rachat de Confrères nous a amené 20 collaborateurs de plus. Et donc, dans l'approche qu'on a eue en 2018 et 2020 dans les rachats de cabinets, c'est en partie moi, mais aussi mes autres associés, qui étaient partie prenante du rachat. Donc, quand on a racheté un cabinet sur Aubagne, moi, je suis allé les voir, les collaborateurs. En fait, on a une démarche dans le rachat de cabinet qui dure 6 mois. Avant de racheter le cabinet, on interviewe tous les collaborateurs avec un cabinet externe. Ensuite, ils leur posent toutes les questions qu'ils veulent, les peurs, les craintes, les envies. Ils sont vraiment très libres là-dessus. Ça, c'est l'étape 1. Et on a un retour de cela de manière anonyme. Pareil, pour ne pas avoir quelqu'un en disant « faites gaffe parce que oui, bien sûr. Lui, il vous a dans le pif. » tu vois. Ouais. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est dire « ok, on va mélanger tous ces collaborateurs-là et leur dire « maintenant que vous êtes en collectif, phosphorez et dites-vous, à nouveau, soyez très honnêtes entre vous sur quel serait ce projet, est-ce que ça vous enthousiasme d'être dans ce projet-là ?» Et remontez des questions. Phase 3, c'est qu'on va rencontrer tous ces collaborateurs-là par rapport à leurs questions et on va répondre à leurs questions honnêtement, en groupe, parfois en individuel, mais surtout en groupe, en disant, ben voilà, on va vous avez des craintes, ou vous avez des peurs, des interrogations, parce que pour vous, aujourd'hui, localement, le fait que le cabinet Crofi-Corec s'intéresse à votre cabinet, vous avez peut-être l'impression que c'est le gros cabinet qui va venir vous bouffer. Vous cannibalisez, c'est complètement ça. Ouais. Ça peut être soit ça, soit au contraire, le cabinet est, selon certains collaborateurs, peut-être en déclin avec une personne qui part à la retraite. Alors, en déclin intellectuel, hein, ou alors en déclin vis-à-vis de cette notion de RSE aussi. Hein, et de se dire, ça va me galvaniser d'être dans une boîte plus dynamique. C'est ça qu'on leur dit aujourd'hui. Hein. Et donc, on répond à cette question-là. Donc, ça, c'est des programmes qui durent 6 mois. Et sans cette phase-là, on ne fait pas l'acquisition. Mais tu fais pas. C'est des acquisitions avec un vrai projet d'entreprise. Ouais, c'est pas de voilà. C'est ça que tu expliques en fait. Parce qu'en fait, ce projet d'entreprise, il est fait avec mes associés et il est fait pour dire si on s'installe par exemple sur la zone d'Aubagne, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire du développement sur Aubagne et apporter quelque chose sur la zone d'Aubagne, sans pour autant dire que les autres sont mauvais. C'est juste non, bien sûr. On pense bien faire notre boulot. Et à chaque fois, on crée un projet d'entreprise parce que le projet d'entreprise aujourd'hui. Être 80, être 100, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, est-ce que j'ai 80 collaborateurs? Est-ce que j'ai la capacité
à produire avec 80 collaborateurs performants un bon boulot à 100, à 120, etc. Et cette histoire, c'est ça qu'on écrit. C'est le deuxième pilier, hein, c'est la notion de partage, parce que tu me parlais des parties prenantes, des clients, etc. On n'a jamais eu la vision de se dire moi je suis l'expert comptable, je reste dans mon bureau et puis j'attends que mes clients m'appellent et viennent me voir. Et on reste une société de service, il ne faut pas l'oublier. Hein. Même si on a 2 contraintes, on est une société de service. Donc la société de service, ça veut dire je rends un service aux clients. Exactement. C'est eux qui me payent, c'est eux qui doivent se dire que chaque fois qu'ils me voient, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ou que j'ai répondu à une attente, ou que j'ai répondu à un besoin. Mais dans tous les cas, on a rendu service aux clients. Ce qui se perd un peu, hein, je veux dire. Oui, je te confirme. Enfin... Moi, à chaque fois que je le vois, c'est mon expert comptable, il se passe quelque chose. J'ai des frissons. Il te rend service alors. C'est l'amour. Mais tu peux pas tout dire, mais c'est ça, mais c'est ultra important. Non, mais blague à part. Quoi en fait, on est juste une entité qui va répondre à votre besoin de TVA. Oui, non, mais. Et ben voilà. Et non, en mais fait, moi je le comprends déshumanise parfaitement, hein, complètement. puisque pendant 17 ans, j'ai fait du service aussi et de la prestation intellectuelle, d'expertise, mais pas comptable, mais d'assurance. Et le leitmotiv qui a été pour nous, ça avait été de dire on rend service à chaque fois qu'on intervient, de la même manière. Ce qui a fait la réussite du cabinet. Et je te rejoins. Et du coup, les collaborateurs aussi grandissent, en fait, de cette manière-là. On ça dans leur philosophie. Et du coup, j'ai envie de dire, la croissance se fait naturellement. Pour autant, et là va venir une question, c'est à quel moment, en fait, toi, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, tu t'arrêtes? Moi, je suis pas le bon exemple. Non, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je me doute que tu n'es pas le bon exemple. J'ai posé la question une fois, tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Je dors très peu. C'est vrai, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Ouais. J'aime travailler la nuit aussi. Non, mais moi, je suis pas le bon exemple. Je pense que... Pourquoi t'es pas le bon exemple? Ouais, pourquoi? C'est intéressant, ça. En fait, si tu veux, je suis pas le bon exemple dans la réflexion actuelle aujourd'hui de dire il y a un équilibre vie pro, vie perso, faut pas beaucoup travailler, faut trouver ces trucs-là. Attention, etc. hein. Il n'y a pas un bon équilibre. Qui c'est qui dit qu'il n'y a pas un bon C'est équilibre? ça. Et en fait, moi, Si c'est ta femme, ok. T'as raison. Si toi, c'est ton Mais équilibre. j'ai eu déjà un premier divorce. Mais c'est pas. En fait, c'est. Je pense que sur les nouveaux modèles de dirigeants, c'est moins inspirant de dire les gars, je travaille comme un fou. Mais en fait, vous avez raison, il n'y a pas de bon modèle. Moi, j'aime ce que je fais en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça. Tu kiffes. Tu vois pas ça comme une contrainte. C'est pas du tout une contrainte. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on en revient au plaisir. Et en fait, et oui, effectivement, et au premier mot qui a été l'origine de notre échange, qui était le mot travail. C'est-à-dire que si tu as du plaisir à travailler, que tu travailles 20 heures, 30 heures, 40 heures, 80 heures, en fait, tu vas trouver ce plaisir-là. Si tu viens au boulot en disant c'est un boulot pour le problème c'est de dire que je viens travailler. Non, en fait, c'est ta vie. Moi, c'est ma vie. Ouais. Et j'aime ce que je fais. Et c'est pas galvaudé quand tu dis ça. Non, Vraiment. Non, mais parce que j'éprouve beaucoup de plaisir à avoir la relation avec mes collaborateurs, qui est très gratifiante, même si parfois c'est dur, même si on te dit jamais merci ou on te le dit rarement. J'ai de la chance d'avoir des collabs qui sont encore reconnaissants et qui te le disent, mais on sait qu'on est dans un métier dur, avec un métier qui est changeant, et c'est valable chez nous comme dans toutes les boîtes, avec des collaborateurs qui butinent plus qu'avant en se disant je viens, et puis je reste 3 ans, et puis je tente autre chose. Et intellectuellement et philosophiquement, ça m'ennuie de me dire que peut-être une collaboratrice que je viens d'embaucher, dans 3 ans, elle n'est plus chez nous, alors que j'ai envie d'écrire une histoire avec elle pour les 10 prochaines années. Mais c'est une réalité de marché, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ce qu'on est en train de faire, j'aime l'histoire qu'on est en train de faire. J'adore travailler avec mes collaborateurs, j'adore travailler avec mes associés parce qu'on n'a pas d'ego mal placé. Tu te dis, tiens, j'ai un problème dans mon comité de direction et je sens que ça va péter. Aujourd'hui, je suis tellement bien dans cet écosystème-là que ça me plaît de faire ce que je fais. Et j'ai eu Paul pendant mes vacances qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous à m'appeler pendant mes vacances? Je savais pas qu'il était en vacances. Petite anecdote, je l'appelle, parce que j'ai une banque qui me considère pas. Et je l'appelle, je lui demande conseil. Donc un conseil, service, enfin voilà, vraiment,
j'ai un problème, machin, je l'appelle. Et fallait lire, bien sûr, un contrat et compagnie. Et il me dit, Gérard, comment tu vas, machin? Ah, bah, je suis à New York. Ah, j'ai dit, ok, ça va, bah, je te rappelle quand tu rentres, tu vois. Non, je travaille le matin. Vas-y, non, t'es à New York, en plus t'étais de mariage, C'était le mariage de mon frère. Ah, mais le mec, il me répond, je sors de question, putain, je voulais pas lui envoyer les documents. Et il a fini par me dire, si, mais envoie mes documents, je regarde vite fait, je te réponds. Parce qu'en fait, pour moi, c'était naturel. J'étais gêné, moi. Mais Vraiment, hein. Ouais, mais en fait, après, tu reçois la gratification. En fait, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir, parce qu'à force de donner, tu reçois. Et pour moi, c'était naturel. Je me suis levé. Qu'est-ce qui va m'empêcher de regarder ce truc-là? Je vais rendre service à Paul, ça va lui enlever un poids. Moi, j'ai juste fait mon boulot et ça me plaît. Mes enfants dorment, ils étaient en décalage. Bon, je me lève le matin, je travaille. Ma femme bosse. Ma femme bosse aussi. On se lève. Dès que les enfants étaient levés, on part au petit-déj, etc. Enfin, ouais, c'est fait. Tu trouves pas que la limite, elle est où? Alors, au lieu de je vais te faire une question ouverte, parce qu'on parlait tout à l'heure de nombre d'employés pour les connaître. La même question peut se poser aussi pour tes clients. À quel moment ton client, comme moi, comme n'importe qui, peut... Continue à faire du sur-mesure comme ça. Ouais. Parce que la croissance fait que tu pourras plus le faire. C'est le sujet aujourd'hui de notre boîte. C'est-à-dire que en grandissant, tu grandis, tu as plus de clients. Je continue à avoir tous les clients que j'ai eus dans le cadre de mon développement, je continue à les avoir. Je prends souvent l'exemple d'un qui est un diagnostiqueur immobilier, Stéphane, que j'ai pris entre Noël et Jour de l'An parce que j'étais le seul expert comptable à avoir répondu à un problème fiscal pour lui. C'est le même sujet qu'on a eu avec Paul, c'était de dire le 28 décembre, cette année-là, on n'était pas parti avec les enfants. Tu sens le mec qui venait de monter sa boîte, il avait un sujet. Il était seul, quoi. Il est seul. Il n'avait pas d'expert comptable, il venait de monter sa boîte, etc. Je suis allé le voir, je lui ai dit, venez à mon bureau. Ça a duré 1 heure. On a dépatouillé le truc. 10 ans après, c'est toujours mon client. Et oui. Et alors, comment tu vas faire pour le lâcher c'est mon vrai sujet, c'est que moi, j'ai du mal. Ou un autre, je pauvre, j'y suis là, mais peut-être pas. Un jour ou l'autre, là, pour l'instant, je suis encore dans la phase où je vois tous mes clients, je m'occupe de mes collaborateurs, et quand je dois produire, je le produis un peu le soir, le week-end, etc. On est à la limite de l'exercice. Pour autant, je suis très bien entouré, j'ai beaucoup d'associés. On va intégrer une nouvelle vague d'associés pour pouvoir aussi faire un peu retomber le soufflet et dire certains clients que je connais bien, si on arrive à les accompagner pour dire tiens, tu as été suivi pendant quelques années par un tel ou un tel qui sont diplômés, qui ont une capacité de signature, sache que je suis derrière. Si un jour tu veux qu'on reparle d'histoire, si tu veux qu'on reparle ou qu'on... Ouais, et puis ça va dépendre à qui tu vas t'adresser aussi. C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire non, moi j'ai signé avec Mathieu, je veux être avec Mathieu. D'autres vont être capables de dire oui, mais c'est Mathieu, mais aussi Tiffany, c'est ce qu'on fait nous, hein. Enfin, t'as toute une strate, et au bout d'un moment, le dirigeant va chercher un conseil vers un autre dirigeant à la limite, mais après tout l'opérationnel, le fonctionnel se fait mais comme tu as des bonnes compétences, comme j'ai des bonnes la confiance en tes équipes, donc t'es pas... Il faudra à un moment donné que ce bridge arrive à se faire. Parce que de toute façon, sinon on sera bloqué dans le développement. Ouais, moi, je vais te partager, parce que quand on a monté notre boîte, donc qui était une boîte d'expertise dans le conseil, d'expertise d'assurance, on était au début une dizaine. Donc tu vois, c'est un peu ton histoire, et on a fait une croissance jusqu'à 350 collaborateurs. Et pareil, c'est de la prestation de service avec tout ce que tu détailles. Et comme tu dis. On fonctionnait de la même manière, c'est-à-dire qu'on rendait service le week-end, le soir, et ça nous paraissait naturel. Et il y a des paliers, et c'est vrai qu'on s'est posé ces questions-là, de dire, mais quand on est passé de 100 à 200, comment on va continuer à diffuser en fait, cet ADN de service et de proximité? Je pense que si on prend soin de ses collaborateurs, et ça avait été le cas pour nous, que les collaborateurs que tu as chez toi, en fait, ont le même ADN, et en fait, ils continuent. C'est une chaîne, en fait, je dirais, continue de la chose. Donc, c'est peut-être plus Mathieu qui est directement en prise avec le client, mais c'est ton associé ou tes collaborateurs. Il interviendra quand il faudra. Et ça marche, ça marche. La clé, c'est d'être toujours alerte et d'aller voir au plus proche et de la chaîne
que c'est toujours le cas. Parce que souvent, en fait, le dirigeant, quand ça grossit, bah, il pilote aussi, hein, donc il peut perdre pied de ça et toujours lui être dans la projection. Donc, ce que j'ai un conseil à te donner, c'est ne pas projeter, mais aller voir. Parce que nous, ça nous est arrivé à des moments, en fait. Hein, C'est ce que je fais. Ouais. Je projette, mais je vais pas voir. C'est très mauvais. Ouais. Je l'ai noté, celle-là. Ouais. Non, mais c'est Vous vrai, allez parce- sur le terrain et voilà, de se dire, attends, ah oui, mince, ça a changé. Ah oui, au bureau de Nantes, ah oui, c'est pas tout à fait en ce que plus j'avais. de la mobilité géographique. Ah bah toi, nous, on ouais, était ouais, France entière, hein, on ouais. avait des bureaux un peu Ah, mais partout. c'est l'avantage du comité de direction. Et là, l'avantage d'avoir encore mon père au comité de direction qui, de temps en temps, nous dézingue quand il y a des besoins. Mais il le fait de manière très discrète, tu vois. Enfin, discrète, non, mais ça fait. D'un coup, tu entends touf, touf. Hop, tu viens de te faire dézinguer. Mais ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Et c'est pour ça que je veux continuer à être dans la prod. C'est-à-dire que, oui, je suis président, mais en fait, président, c'est la fin du truc. Et je suis d'abord expert comptable, commissaire aux comptes, et je continue à être expert comptable et commissaire aux comptes, et pas président, parce que je pourrais très bien dire maintenant, t'es président, je reste au bureau, Mathieu, je signe des chèques. je et puis suis voilà. d'accord avec toi, mais à 200 collaborateurs, Ouais, t'as plus le tu choix, ne après. peux plus être. Parce que. Bah, ça dépend des associés aussi. Attention, faut pas comparer. Non, T'as alors, je suis quand même d'accord. lui, on a parlé de gouvernance tout à l'heure. Oui. Il a quand même une gouvernance qui est un peu plus ouverte que ce qu'on peut trouver dans les boîtes de Je suis son d'accord. type d'activité. Hein. Enfin, pour faire un retour d'expérience, moi quand j'ai choisi mon expert comptable, parce que mon père avait le sien avec ses ambitions, moi j'avais le mien avec mes ambitions, j'en ai vu deux. Mathieu, et je voulais quand même le challenger avec un cadeau. Je sais pas si je te l'avais dit ça Non, d'ailleurs. tu me l'avais pas dit, j'ai appris autre chose hein, aujourd'hui. C'était bien fait de le dire. avant ou après la soirée Après. Après. Ah oui, parce que pour la J'avais petite tout histoire. donné à cette soirée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour la petite histoire, il me lâchait pas quand même. Il me disait putain lui, il va falloir que c'est un peu comme mon assureur. Il va falloir que je le garde. Donc j'avais un peu la même son comme ça là, hein, mais il me laissait du fil. J'avais du mou, tu vois. Il était en pêche au gros. Il y avait 400 mètres de fil, mais il avait amorcé le bordel. Tu vois. Et puis tu restes tout doucement. Et à un moment donné, le cap se tendait, tu vois. Je me suis dit, ah putain, je vais peut-être changer d'hameçon, tu vois. Non, pas changer d'hameçon, mais voilà, je voulais. Moi qui connaissais pas son métier, pour le coup, parce que mon père avec son expert comptable, et j'ai jamais eu de relation avec l'expert comptable, il fallait que je me fasse mon propre avis aussi. Je connaissais que Mathieu, et je le connaissais amicalement, et je connaissais pas son métier. Donc j'en ai rencontré un autre, je tairai le nom, et humainement très bien aussi. Et en fait, l'élément déclencheur et ce qui m'a fait choisir aussi cette prestation, ce partenaire, hein, parce que moi j'ai quasiment que des partenaires, j'ai pas trop de sous-traitants ou de fournisseurs ou quoi, j'ai plutôt des partenaires dans ma réflexion. C'était aussi tous les petits à côté. Moi je voulais pas quelqu'un qui se travestisse, tu vois. Même d'ailleurs, je crois que c'était un des plus gros sujets. Je t'avais dit, ouais, mais attends, moi je veux pas que ça soit toi qui fasses toute la gestion de mon truc parce que pour moi c'est limitant en fait. Je vais continuer à grossir. Toi, lui, il s'excitait encore plus que moi. Donc si tu veux, au bout d'un moment, si c'était moi un frein de le voir tout faire. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de cette croissance. Mais quand je t'ai choisi, je me suis dit, attends, il a aussi une capacité à faire. Donc j'ai une confiance, parce que je sais que si je suis dans la merde, il sera là. Il y a aussi une capacité à faire, ça c'est quand même important. Hein, c'est-à-dire que en fonction de la mission qui lui est conférée, il va mettre telle ou telle ressource, ça c'est très intéressant. Et aussi de voir les malheureusement je dis petits à côté, c'est très français de dire petits, mais les à côté, donc... on a nommé tout un tas de labels. Moi, à l'époque, j'ai pas regardé ça, mais j'ai regardé aussi l'ambiance du cabinet. Quand j'ai fait la transmission avec mon père, j'ai demandé à ce que son père soit là parce que de vieux à vieux, il se parlait mieux. Et ça a vachement aidé, mine de rien. Enfin, si tu veux, il s'est vraiment. Il a regardé autre chose que son métier et moi j'ai regardé autre chose que son métier. Donc je trouvais ça intéressant de choisir quelqu'un, non pas parce qu'il faisait 4 publications sur Facebook, LinkedIn ou je sais pas quoi, parce qu'à l'époque t'en faisais beaucoup moins aussi, mais c'est surtout que t'allais chez eux, bah, tu te sentais bien, quoi. Voilà, on a fait des petites transactions aussi. J'ai vendu une boîte, etc. Bah, il a toujours été là pendant le Covid. Là, je t'avais déjà choisi, c'est de la triche. Mais pendant le Covid, lui comme son père, enfin, je veux dire, ils étaient hyper présents. Je sais pas comment t'as géré avec tes autres clients, mais tout ça, c'est quand même des choses qui rassurent et qui font aussi pardonner les couacs. Hein.
Je sais pas si on a eu des couacs, j'en ai pas en tête, je m'en fous, mais tu te dis, attends, ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait que 3 ans qu'on bosse ensemble, mais le jour où je vais changer de cabinet, c'est que limite, il y aura vraiment... C'est que j'aurais vendu. Et comme je vais pas vendre, c'est bon. Non, parce que le repreneur peut peut-être être bon aussi, mais c'est surtout que... Parce que, en fait, ce que j'aime pas dans ce que tu dis, c'est l'intuitu personnel. Je trouve que tu as un intuitu personnel dans ta boîte, mais c'est pas ça qui fait vivre la boîte. Oui, non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très. Faut regarder ça quand même. C'est très important ça. L'autre boîte que j'ai pas choisie, c'était ça. C'était le gars, il faisait tout et tout, très brillant, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me fait un peu peur aussi. Je me dis, le jour où. C'était la crainte que j'avais avec toi. Le jour où le gars il crache, soit il lui arrive un problème, soit il fait un burn-out, soit il s'effondre, soit machin. Moi, j'ai ma relation qui se déglingue et c'est mort, quoi. Enfin, donc, c'est pour ça que les entreprises structurées et tout, c'est hyper important. Et c'est vrai que tu es dans un métier réglementé où les avocats aussi, etc., les cabinets sont quand même dirigés par une personne. C'est très descendant et tout. Donc là... Et alors, du coup, moi, j'ai une question là-dessus. L'ego. Ouais. Parce que en fait, dans ces métiers, comme tu dis, avec l'intuitu personnel, regarde comme il est détendu quand tu dis ça. L'ego. L'ego. Pourquoi l'ego? Parce que on a parlé un peu de la croissance, mais passé un temps, je rencontre Mathieu aussi, il me dit oui, j'ouvre New York, après j'ouvre Luxembourg et tout. Là, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Il part en sucette, le garçon. Il veut être présent à New York, il veut être présent au Luxembourg, après il va faire quoi? La Suisse, la Chine, l'Indonésie. Et bon, alors ok. Mais c'est très bien le développement, mais à ce moment-là, pourquoi tu as voulu le faire? Et la question d'après, je te la poserai après, mais pourquoi tu l'as pas fait? Ou pourquoi tu as arrêté, pardon? Alors, là, c'est plutôt... Pas technique, hein, la réponse. Ouais, c'est plutôt une vision entrepreneuriale qui était de dire, quand je regarde déjà quelles sont mes envies en tant qu'entrepreneur. Mon envie, c'était de dire, je veux être, et là on rejoint la notion d'ego, puisque là c'est je veux être un cabinet de très bonne qualité, reconnu sur le territoire par sa qualité et par les compétences qui sont internes au cabinet. Ensuite, moi j'ai commencé ma carrière à New York, j'ai fait 6 ans à New York, puis 3 ans à Paris, qu'avec des boîtes internationales. Donc à New York, c'était avec des boîtes essentiellement françaises installées aux États-Unis, et à Paris, c'était qu'avec des boîtes étrangères installées à Paris. Donc j'ai toujours vécu dans un environnement 100% international. Papa avait monté un cabinet en étant membre d'un réseau français développé à l'international, tout en étant indépendant capitalistiquement, et ce qui est très important pour nous encore aujourd'hui, mais qui accompagnait plutôt les sociétés françaises à l'étranger. Il a même été un des cofondateurs d'un ancien Prides, qui sont maintenant les pôles de compétitivité, dédiés aux sociétés à l'export, aux sociétés françaises qui voulaient aller plutôt sur le pourtour méditerranéen, et inversement, les entreprises du Méditerranée qui voulaient s'installer sur Marseille. Donc c'est une culture chez nous de l'international, et l'histoire avant moi, c'était plutôt export, France à l'international, et moi j'ai plutôt fait l'inverse, l'international qui vient au CAB. Et là, l'entrepreneur se dit, bah, écoute, c'est quoi la coloration que j'ai envie de mettre à ma boîte? Et cette coloration-là, c'était de dire ancrage territorial, très fort cabinet, croissance du cabinet, et en plus, j'avais envie d'être quasiment un des seuls indépendants à avoir des antennes internationales, alors qu'on faisait déjà partie d'un réseau. Donc c'est du kiff. C'est du kiff. C'est du kiff. C'est du kiff, c'est aussi flatter, comme tu dis, ton ego, hein, c'est pas un gros mot, mais... Non, c'est du kiff, mais c'était du kiff qui allait... oui, dans une stratégie. Et qui était en plus une stratégie d'opportunité, parce que quand on avait réfléchi à un développement européen, c'est parce qu'on avait un client important chez nous qui était développé là-bas, qui nous dit, j'ai une telle relation de confiance avec vous, que si demain tu me dis, tu ouvres un bureau, c'est toi mon expert comptable local, tu prendras des gens sur place parce qu'il faut avoir les compétences techniques, etc. Mais je veux pas perdre cette relation-là avec toi. Oui, c'est de l'opportunité aussi. Donc, et on fait très souvent ça. Hein. New York, c'était la même chose. J'avais beaucoup de clients qui repartaient là-bas et qui me disent mais attends, mais t'es diplômé et tout, etc. Fais-le pour nous. Et en fait, là, t'as envie. Et tu dis oui, ok, je vais le faire. Et t'as un principe de réalité qui te ramène, qui est de dire ok, je vais le faire.
Est-ce que je suis bon pour le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur mon entreprise actuelle et sur ma vie actuelle? Si je le faisais, j'aurais pu le faire. J'aurais dû sacrifier quelque chose ici. C'était peut-être du développement, peut-être que j'aurais surdéveloppé ailleurs. Et ça, je le sais pas, mais je vis pas avec le regret de ne pas l'avoir fait. Je dis juste que finalement, à un moment donné, tu te dis, je le fais, je pèse les pour et les contre. Et puis finalement, j'ai quand même beaucoup de bonnes choses à faire ici. Finissons ce cycle-là. Je dis pas que je le referai pas. Non, bien sûr. Ouais. Mais tu étais déjà en phase de quelque chose ici non accompli et au final, tu t'es dit... Il vaut mieux le faire ici. Parce que sinon, je pourrais peut-être même tout perdre sur ce que j'ai là. Tout à fait. Donc, c'est très sage comme réflexion. Donc voilà. Et je vis pas avec le regret de ne pas l'avoir fait. Non, tu vis avec déjà le plaisir de... Tu l'as fait, ce que je fais actuellement. C'est une chose, mais tout à fait. Et alors, ça transite parfaitement sur une question que j'avais sur l'environnement. Parce que dans le E de RSE, tu as quand même environnement. Alors, tu nous as parlé un petit peu des écrans, machin, et c'est cool. Qui dit développement géographique, dit impact carbone, forcément, donc déplacement, machin. Donc forcément Paris, New York à l'époque, est-ce que c'était un sujet, en toute franchise, tu peux me dire non, c'était pas le sujet, mais est-ce que ces déplacements te faisaient réfléchir d'un point de vue écologique? Alors, plutôt le temps c'était plus une question de temps qu'une notion d'écologie, parce que je restais dans une notion de service. Mais pour autant, c'était si on devait ouvrir un cabinet n'importe où ailleurs, c'était avec des personnes en local, et c'était finalement que moi qui faisais les allers-retours. Le Covid est passé par là aussi. Oui, c'est vrai. Et même chez nos clients parisiens, toulousains, nantais, enfin, peu importe, eux-mêmes se sont organisés là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai un client sur l'île où on fait une assemblée générale qui dure 1 heure, où tu prenais l'avion jusqu'à présent. Ouais, d'accord. Parce que la fonction de commissaire aux comptes t'imposait d'être présent. C'était normal. Oui. Mais c'est parce que c'est ce qu'on leur avait vendu. Parce que tu le dis, moi, je suis un commissaire aux comptes qui investit, je viens au CA, je viens à l'Assemblée Générale, je ne vous fais pas juste un bout de papier en disant j'ai mis une opinion sans réserve ou avec réserve. Je tenais à venir parce que je considère que c'est mon rôle. Okay. Mais sur l'Assemblée Générale, tu dis, avant, il y avait des vols qui nous permettaient de partir tôt le matin. Finalement, plus ça allait, moins on en avait, donc on était obligé de partir la veille. Tu faisais ton Assemblée Générale qui durait 1 heure. L'après-midi, le vol de l'après-midi, il était bâtard, il était un peu au milieu, donc tu avais perdu une soirée, une journée pour 1 heure d'Assemblée Générale qui, au final, n'apportait pas grand-chose. Mais ça allait avec la fonction, il fallait que tu sois là. Là, maintenant, le Covid est passé par là. Eux-mêmes ont compris que finalement, c'était pas nécessaire sur une prise de parole de 5 minutes que tu fasses tout le temps les déplacements. Donc, on est plutôt d'accord pour le faire 1 année sur 2 ou 1 année sur 3. Nos équipes restent présentes localement dans le cadre de leur audit. Ou à visio, non? On fait pas son visio? Ça, c'est un autre sujet. C'est par exemple, effectivement, au lieu de, par exemple, de faire 1 semaine chez eux, tu fais plutôt 2-3 jours en présentiel parce qu'on veut maintenir la qualité de relation avec eux et qu'ils ne disent pas, mais attends, c'est des Marseillais alors qu'on est à Lille, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un? Non, c'est parce qu'on a des gens compétents et on met un visage sur cette compétence-là. Et le reste, on le fait en visio. Et même pour les équipes, c'est vachement mieux parce qu'elles sont moins fatiguées, elles sont moins loin de leur famille, etc. On maintient la qualité de service et dans le même temps, ils savent qu'on est là tout le temps. Donc, on a réussi à trouver ce truc-là. Ça sert l'environnement, tant mieux. Mais c'est un bout de la chaîne dans un équilibre global où, à nouveau, on traite bien le collaborateur, on traite bien le client, et en plus, on est mieux disant aujourd'hui sur notre impact environnemental. Mais l'impact environnemental, on ne s'est pas réveillé là-dessus. Je veux dire, on a toujours pris le train. On n'a jamais pris l'avion, ou alors il fallait que ce soit un déplacement international. Parce que c'est moins polluant, c'est moins impactant, etc. Je veux dire, le rapport, il est 200 sur un voyage en interne. Mais ça, on ne mesurait pas avant. Maintenant, on est capable de... Mais tu l'as toujours fait. Tu l'as toujours fait. Pour conclure, moi, c'est un peu le mot de la fin. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est on l'a toujours fait. Donc, ce qui est cool, c'est que l'impact, il est là, mais sauf qu'il n'est pas impactant en fait, Mathieu, parce que il a toujours été.
Donc C'est beau ce que tu dis. Ouais, j'en ai la rame à l'œil. Ouais. Je voudrais qu'on finisse ce podcast avec la petite question subsidiaire de Samir, notre producteur. La petite enveloppe rouge. La petite Alors, enveloppe c'est la rouge. nouveauté. C'est la nouveauté. C'est la petite nouveauté. Il s'est chauffé. Ouais. Il s'est dit, tiens, je vais apporter une petite enveloppe rouge. Ah, il est mignon, il se cache. Il rigole, là, en oui, il plus, hein. rigole. Ouais. Alors, est-ce Ah, vous le voyez pas, mais il sa rigole. question Mais pas du tout. Mais il pas s'est du chauffé tout, tout c'est la seul. surprise. Il s'est parti, je pensais qu'il était à épicé. Non, il était chercher une enveloppe et il nous fait une petite question. Alors, est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît, Mathieu? Cher Mathieu, tu as le pouvoir de créer une loi sur le travail au niveau européen. Ça ressemblerait à quoi? Samir, la prochaine fois que tu fais des questions comme ça, fais-le la veille ou l'avant-veille, je te prépare quelque chose. Non, c'est le principe. Hein. Samir, il aime bien l'imprévu comme ça. Écoute, tu touches du doigt un des vrais sujets aujourd'hui européens, c'est la considération des collaborateurs. Et en fait, c'est un sujet qui est macroéconomique aujourd'hui parce que la notion de droit social, elle est liée fondamentalement à la notion d'économie de chacun des pays. Quand aujourd'hui on paye des charges sociales, c'est parce qu'on a un modèle qui est basé sur un modèle collectif où tout le monde paye pour le bien commun. Ce qui n'est pas forcément le cas dans chacun des autres pays. Donc ça serait effectivement très compliqué d'aller sur une loi de travail au niveau européen côté charges sociales en se disant il faudrait que dans tous les pays, ils aient une mutuelle obligatoire, etc. Parce que fondamentalement, dans des pays, ils ne pensent pas à ça parce que c'est un droit qui est individuel. Ce n'est pas un droit d'entreprise. Donc, si je devais travailler là-dessus, j'irais plutôt sur une notion qui serait sur... T'es un enfoiré, ça. Je te connais pas, mais t'es un enfoiré quand même. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Dépêche-toi un peu quand même. Ouais, parce que la bande tourne et ça coûte cher. Non, je pense que ça sera sur la notion... on a en France quelque chose qui est vraiment très français, c'est la notion de pénibilité. Et je pense que c'est un sujet qu'on pourrait traiter de manière internationale pour avoir une considération qui soit globale, afin d'éviter qu'on puisse se dire, tiens... j'ai moins de contraintes dans tel autre pays frontalier et donc je vais déplacer une usine, je vais déplacer ma boîte, je vais créer des centres de coûts plus que des centres de profit. Donc, si on devait considérer une loi, il faudrait que ce soit celle-ci. Il y a une mobilité européenne qui est possible. Il y a la possibilité de dire, tiens, si tu dépasses un certain temps, que tu sois espagnol, italien, tu dois payer des charges sociales, mais en fait, on continue de ne pas les considérer de la même manière. Donc, il faudrait qu'il y ait une considération équivalente dans la notion de charge de travail, dans la pénibilité qui soit là, parce que, à minima, ça voudrait dire que ces contraintes qui sont françaises et qui sont bonnes, intrinsèquement, de dire tu vas travailler sur les toits, tu vas travailler dans des centrales nucléaires. Il n'y a pas de raison que dans des pays d'Europe de l'Est, on ne les considère pas de cette même manière-là. Et en faisant ça, déjà, tu régleras une partie du problème. C'est possible? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que pour faire changer... Déjà... Dans la hiérarchie des textes, les textes européens sont au-dessus des textes locaux, mais il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une déclinaison dans chacun des pays, donc il faudrait qu'il y ait un accord collectif sur ce point-là. En fait, est-ce que c'est impossible? En fait, c'est pas vrai. Est-ce que c'est pas un peu le projet européen à la base? Non, oui, c'est mais le projet européen. En fait, mais il faut qu'il soit fédéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à le fait. pouvoir politique, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que la déclinaison fait que de toute façon, ça dévie dans chaque pays. Ouais. Donc c'est pas faisable en l'état politiquement. Si on prend le sujet par exemple du choix européen qui est de dire en 2035 il n'y a plus de véhicules thermiques. Ouais. Au final, l'Allemagne a dit maintenant moi je veux une exception parce que je fais des voitures de course. L'Italie et aussi. l'Italie dit ouais mais moi je fais des Ferrari. Ok, en France Et nous on fait des Peugeot les gars. on fait des Alpines. Non, on fait des Alpines. Donc en fait tu pars d'un truc qui est vachement intéressant, même si on essaie de prendre du recul, tu dis en fait oui c'est un truc d'Européens et de 3-4 pays, et tant qu'on n'aura pas traité les principaux pays États-Unis et Chine, ça aura un impact colibri limité. quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut qu'à un moment donné tu te donnes des directions, il faut que tu dises moi je vais donner envie, et puis un jour ou l'autre les gens suivront. Puis je vais même aller plus loin, c'est que l'Europe peut stratégiquement dans 40 ou 50 ans avoir pris le dessus, parce que de toute façon la Terre, le climat, tout le monde aura les mêmes conséquences, donc il faudra la faire cette transition, et l'Europe sera peut-être en avance, et je le pense profondément.
Bah, j'espère, j'espère. Mais c'est effectivement c'est un souhait. Il y a des sujets qui sont vachement bien traités aujourd'hui au niveau européen. Ouais. Par exemple, sur le fiscal, l'Europe est en train de se doter vraiment d'une approche fiscale collective, en tout cas sur le contrôle et sur le fait qu'ils échangent. Ça balbutie parce qu'il faut que mais déjà, la il y a une France réflexion. demande- Il y a une hein. réflexion. Sur la partie douanière, il y a des réflexions. Sur la partie sécurité informatique avec la RGPD, il y a une vraie réflexion aussi. Sur l'intelligence Sur artificielle aussi, l'intelligence là, on le voit. artificielle, un bout sur l'industrie, quand on parle d'ITER à Marseille, enfin pas très loin, à Cadarache, Ouais. c'est un projet qui est européen et mondial. À un moment donné, l'Europe est capable de se dire oui, on va faire quelque chose à notre niveau. Mais effectivement, tant qu'on ne sera pas fédéral, ça restera des sujets. Mais c'est une bonne direction qui est en train d'être donnée. Il faudra qu'il y ait des déclinaisons plus fortes et puis qu'il y ait à un moment donné des sujets qui soient beaucoup plus appuyés. Mais aujourd'hui, quand tu as autant de pays avec des écarts. des écarts et des extrêmes Ouais, de situation et de gouvernance, c'est compliqué. ça paraît très compliqué. Mais Il y a de l'espoir. c'est impossible jusqu'à ce que ça le devienne. Exactement. Exactement. On C'est terminera là-dessus. impossible jusqu'à ce que ça le devienne. On, Ah, putain, on j'ai- terminera sur j'ai cette la larme à phrase. l'œil. Moi aussi. C'est beau. J'espère que c'est pas une citation parce que sinon j'aurais dû dire comme le disait un Mais si grand tu dis, quelqu'un. c'est de Mathieu Caputo. C'est de Mathieu Bam Caputo. Bam. J'assume. Bam. Merci Mathieu mille fois pour ton honnêteté, ta disponibilité Merci beaucoup. et, Un grand merci. et peut-être à bientôt. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec Moi vous les gars. aussi, avec vous. C'était chouette. Mathieu Capuano Plaisir partagé, mes chers. au micro du podcast Ma Petite Entreprise. Au revoir. Merci Samir, merci Eric. À bientôt les amis. Merci Paul. Top, bien joué. C'était une belle émission. Samir, la dernière fois. non, très bien cette question, t'as bien répondu. Nickel. C'est bien ça, j'aime bien cette Ouais, j'aime bien la petite enveloppe rouge là. Ouais. Ouais. On peut faire des trucs comme ça à l'arrache entre l'un et l'autre alors.